Le président de la République regagne Nouakchott cet après-midi en provenance de Dakar, après avoir participé à la 6e session du Forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Le président de la République dégage les axes fondamentaux de l'approche sécuritaire de la Mauritanie devant les participants du Forum de Dakar. L'Assemblée nationale adopte le projet de loi portant un code de pêche continentale et l'aquaculture. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et merci de vous rejoindre à nous. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, a regagné Nouakchott cet après-midi en provenance de Dakar après avoir participé à la 6e session du Forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani a été accueilli à son retour à l'aéroport international de Nouakchott Moutounsi par le Premier ministre, M. Ismaïl Bodo El-Cheikh Sidia, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, M. Mohamed Salem Béchir, les ministres de la Justice, de l'Intérieur et de la Décentralisation, la directrice adjointe du cabinet du président de la République, le Wali de Nouakchott-Ouest, et la présidente du conseil régional de Nouakchott. Le président de la République était accompagné au cours de ce voyage par une importante délégation comprenant Dr Koumbaba, ministre conseiller à la présidence de la République, M. Mohamed Ahmed Mohamed Lamine, directeur du cabinet du président de la République, Son Excellence M. Cheikh Nolneni, ambassadeur de Mauritanie auprès du Sénégal, M. Abdel Fattah Mohamed Lemane, conseiller à la présidence de la République, M. Ahmed El-Bahin, chargé de mission à la présidence de la République, Mme Salkam Tiamar, chargée de mission à la présidence de la République, M. Al-Hassan Ahmed, directeur général du protocole d'État. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, a indiqué dans son allocution ce matin devant les participants du Forum de Dakar sur la paix et la sécurité que cette rencontre est devenue un rendez-vous annuel important pour discuter des questions de paix, de sécurité et de stratégie relatives à la stabilité en Afrique. Nous vous invitons à suivre l'intégralité du discours du président de la République. Monsieur le président de la République du Sénégal, le cher frère Macky Sall, Monsieur le Premier ministre de la République française, Édouard Philippe, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs les invités de marque, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs les officiers, Mesdames, Messieurs les invités, Excellences, Mesdames, Messieurs, permettez-moi tout d'abord de féliciter mon ami et frère, le président Macky Sall, pour l'organisation et le succès de ce forum, devenu incontestablement un des grands rendez-vous annuels sur les questions de sécurité et de paix dans le monde, et en particulier un carrefour d'autorité pour tous ceux qui s'intéressent aux questions de sécurité et de paix en Afrique et dans notre sous-région en particulier. Je voudrais surtout remercier mon frère et ami le président Macky Sall pour m'avoir octroyé l'ultime privilège d'être cette année l'hôte d'honneur de cet important événement, et ce seulement quelques mois après ma prise de fonction en tant que président de la République islamique de Mauritanie. Il n'y a aucun doute que cette invitation et l'attention particulière, tout empreinte de majestueuse et élégante langue sénégalaise, montrent le niveau exceptionnel des relations fraternelles et amicales, ainsi que l'histoire et le destin commun qui lient nos deux pays et nos deux peuples. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames, Messieurs, le choix du thème du forum de cette année, les défis actuels du multilatéralisme, me paraît judicieux et tout à fait en adéquation avec certains des défis auxquels nous faisons face, surtout dans notre sous-région. Vous me permettrez cependant de situer ce thème dans le contexte sahélo-sahélien,
pour en dégager quelques enseignements utiles à notre appréciation du multilatéralisme dans sa globalité. Je ne vous apprends rien en vous disant que nous assistons depuis quelques années à une détérioration croissante de la situation sécuritaire dans l'espace sahélo-sahélien, et en particulier à la résurgence inquiétante de conflits intercommunautaires. Et ce, malgré des multiples initiatives locales, régionales et internationales visant à instaurer la paix et la sécurité. Je me propose aujourd'hui, vu la gravité de la situation et le risque majeur encouru par tous nos États, de vous parler sans langue de bois, mais bien sûr avec un esprit d'humilité toute africaine, sans la moindre prétention de donneur de leçons. Les vulnérabilités de notre large espace sahélo-sahélien sont essentiellement liées à 3 facteurs plus ou moins interdépendants: à des conditions climatiques inhospitalières et de plus en plus imprévisibles, à une faiblesse structurelle de la gouvernance, à des défis économiques, sociaux et démographiques immenses. Dans notre espace, couvrant au moins partiellement une dizaine de pays, l'eau est une denrée rare à laquelle l'accès est une source de tension constante entre les communautés. La pluviométrie annuelle, déjà très faible, de 150 à 400 mm par an, est affectée par le réchauffement climatique avec des fluctuations inhabituelles, rendant la résilience des populations de plus en plus précaire. Les activités agro-pastorales, principales sources de revenus, ont drastiquement chuté ces dernières années, accentuant la pauvreté, la précarité économique et les disparités sociales. Par ailleurs, la présence des institutions étatiques dans ces grands espaces désertiques et peu habités constitue un défi majeur. La récurrence des mouvements irrédentistes et surtout l'avènement du terrorisme au début des années 2000, associés pour ne pas dire nourris par les réseaux de trafiquants et de criminels locaux, ont révélé l'incapacité de la plupart de nos États à assurer leur propre sécurité sans un soutien extérieur. Des territoires immenses, devenus des zones de non-droit, échappent au contrôle des États, laissant les populations à la merci des groupes criminels très organisés et de plus en plus fortement équipés. Nos États se sont rapidement vus confrontés à des défis majeurs concomitants: un grand déficit de la gouvernance et de la justice sociale, des faiblesses capacitaires en matière de défense et de sécurité, et pour ne rien faciliter, la coordination régionale et internationale est restée largement insuffisante face aux menaces transnationales. Sur le plan économique, beaucoup d'États font face à des conditions socio-économiques précaires, malgré des réelles potentialités économiques, notamment en ressources minières. Le climat des affaires n'est pas attrayant. Les économies basées essentiellement sur la rente et la subsistance sont soumises aux fluctuations des cours mondiaux des matières premières et aux aléas climatiques. Les économies ne créent plus d'emplois, surtout pour les jeunes filles et garçons, les vrais laissés pour compte d'un système éducatif défaillant depuis de longues années. Et pour compliquer davantage, dans ce contexte de vache maigre, une grande partie des ressources de l'État est consacrée à la défense et à la sécurité, au détriment des secteurs vitaux tels que la santé, l'éducation, l'accès à l'eau et d'autres aspects. Sur le plan démographique, les taux de natalité sont des plus élevés au monde, avec une population très jeune. Les moins de 35 ans représentent près de 70% de nos populations. L'ignorance et l'extrême pauvreté exposent une jeunesse sans perspective à des alternatives tragiques. L'embrigadement par des groupes terroristes et des réseaux de trafiquants de plus en plus organisés. L'immigration clandestine. Au plan des menaces sécuritaires, il convient de souligner que la chute de l'État libyen en 2011
a été l'élément multiplicateur de l'embrasement de l'espace sahélo-sahélien. Dès lors, toute tentative de lutte contre le terrorisme qui se veut efficace doit nécessairement intégrer la résolution de la crise libyenne. Les activités terroristes des groupes armés ont généré des milliers de morts, des centaines de milliers de déplacés et de réfugiés, la fermeture de centaines d'écoles et plus de 10 millions de personnes menacées par l'insécurité alimentaire. La connexion entre la criminalité organisée et les conflits intercommunautaires compromet la cohésion sociale et aggrave la situation humanitaire. Les groupes armés se financent des différentes formes de trafic qui prolifèrent, et notamment de la drogue. En 10 ans, la valeur de ce trafic se chiffrerait à des dizaines de milliards d'euros. Des groupes terroristes et autres milices prélèvent un droit de passage sur les convois, des réseaux secrets et attirent beaucoup de jeunes désœuvrés. Excellences, Mesdames, Messieurs, loin de ce tableau triste, il convient de saluer les initiatives de gestion de crise émanant de nos États et de nos partenaires stratégiques. Initiatives qui se sont multipliées ces dernières années, mais ont aussi montré, pour certaines, leurs limites. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ces initiatives, qui feront certainement l'objet d'autres interventions. Mais je vais en citer à titre d'illustration. Le G5, principale initiative émanant des États eux-mêmes, et qui n'a hélas pas jusqu'ici reçu l'appui financier et logistique promis. L'opération Barkhane, initiée et efficacement soutenue par la France. Le précieux exercice multinational Flintlock avec les États-Unis d'Amérique. La MINUSMA au Mali, l'initiative des pays du Champ, l'Alliance Sahel, le processus de Nouakchott, l'initiative d'Accra et récemment le plan d'action prioritaire de la CEDEAO qui a été créé au cours du sommet de Ouaga, un partenariat prometteur entre les pays de la sous-région. Je voudrais par ailleurs partager quelques éléments saillants de la stratégie mauritanienne de lutte contre le terrorisme, qui est parfois cité en exemple pour des résultats probants. Cette stratégie a été articulée autour de 2 axes principaux. Une lecture analytique de l'environnement géostratégique pour définir la typologie et les causes profondes de la menace. Et le renforcement capacitaire sur les plans juridiques, opérationnels, religieux et socio-économiques, en vue d'une prise en compte efficiente de cette menace multiforme. Sur le plan juridique, le renforcement de l'arsenal juridique en vue de la judiciarisation de l'acte terroriste a permis d'accélérer les procédures de traitement pénal des délits qui y sont liés. Le tarissement des sources de financement du terrorisme a été rendu possible par la surveillance stricte des flux financiers et la régulation des procédures d'échange et de mouvement de fonds et de financement du terrorisme à travers un réseau opaque d'ONG fictives. Au plan de la défense et de la sécurité, l'effort a été porté sur la formation, l'entraînement et la remise à niveau des capacités opérationnelles des forces armées et de sécurité, le renforcement des chaînes de renseignement, la réorganisation des dispositifs sécuritaires et la création d'unités spéciales, la conduite d'opérations préventives et la coordination active avec les partenaires régionaux et internationaux. Pour tarir les sources de recrutement du terrorisme, des campagnes de déradicalisation sous la conduite d'érudits de grande renommée ont permis d'expliquer le sens et la portée des messages de tolérance de l'islam, totalement aux antipodes des discours obscurantistes. Les repentis bénéficient de programmes de réinsertion économique. Revenant à notre thème de cette année, je souhaite faire les remarques suivantes. Nous assistons depuis quelques années à une montée des nationalismes qui remettent en cause les mécanismes onusiens
certains accords multilatéraux sur l'environnement, le commerce et le maintien de la paix. Or, à l'ère de la révolution numérique, le monde est devenu un village planétaire où les enjeux financiers, macroéconomiques, sociaux et climatiques, sécuritaires et autres s'interconnectent et dépassent le cadre des frontières géographiques et socio-culturelles. Une gestion durable des multiples facteurs de déstabilisation et leurs caractères transnationaux passe nécessairement par des réponses collectives. À ce titre, les partenariats stratégiques avec les États-Unis d'Amérique, avec l'Europe, avec la Chine, la Russie, le Japon, les pays du Golfe et autres s'avèrent pertinents pour renforcer les appareils sécuritaires et les modes de gouvernance des pays qui constituent les maillons vulnérables. Mais ces coopérations multilatérales doivent reposer sur le double principe de l'indivisibilité des questions de sécurité et de développement et d'un rôle exclusif de soutien de l'action des pays concernés dans le respect des principes de démocratie, de bonne gouvernance et de l'état de droit. L'ONU, de par ses capacités et sa position de neutralité vis-à-vis des tendances politiques locales et régionales, est le partenaire par excellence qui doit jouer un rôle catalyseur dans la coopération multilatérale. Mais pour cela, l'ONU doit se réformer, non seulement au niveau de la composition des membres permanents du Conseil de sécurité, mais également dans sa politique de maintien de la paix, qui n'est pas en adéquation avec les enjeux du terrorisme d'aujourd'hui. Des forces régionales mobiles, plus légères et connaissant mieux le terrain, doivent être davantage privilégiées comme réponse, plutôt qu'une force lourde et statique avec un mandat souvent limité et coûteux. L'ONU doit ainsi donner un mandat plus robuste et un financement plus pérenne aux forces sous-régionales, telles que la force conjointe du G5 Sahel. Ces forces sous-régionales viennent compléter des efforts multilatéraux onusiens qui doivent être tournés vers le maintien de la paix, une fois qu'elle existe, bien sûr, avec une stabilisation de long terme. Aujourd'hui, une nouvelle initiative que nous saluons, portée par le couple franco-allemand, est mise sur la table. Le partenariat pour la sécurité et la stabilité au Sahel. Cette initiative est la bienvenue, surtout si elle vient en complément à l'action des initiatives existantes, notamment le G5 Sahel. En conclusion, la sécurité relève d'un double enjeu de gouvernance et de développement. Les stratégies visant à indiquer ces fléaux du terrorisme ne peuvent faire l'économie d'une approche globale et inclusive, s'attaquant aux causes profondes qui font le creuset de l'insécurité. Des efforts conséquents doivent être consentis pour créer les préconditions de la paix et de la stabilité. Ainsi, nous devons promouvoir la bonne gouvernance. Nous devons placer l'homme au centre de toute stratégie de développement. Nous devons garantir l'accès à la justice, renforcer l'arsenal juridique pour l'adapter aux évolutions des menaces, assurer un accès inclusif aux services de base de qualité, lutter contre l'ignorance et l'analphabétisme, adopter des politiques économiques créatrices d'emplois, promouvoir l'innovation et l'entrepreneuriat, surtout des jeunes, adapter la formation aux besoins du marché, suivre et tarir les sources de financement du terrorisme, mener des politiques de déradicalisation à travers des érudits religieux, et enfin, renforcer les mécanismes de coopération régionale et internationale et surtout renforcer la coopération multilatérale. Je vous remercie. Notons que les travaux de la 6e édition du Forum sur la paix et la sécurité en Afrique ont débuté ce matin au Centre de conférence internationale Abdou Diouf de Dakar, en présence du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, en tant qu'hôte d'honneur du Forum. Plusieurs hautes personnalités africaines et européennes, ainsi que l'adjoint du secrétaire général des Nations Unies chargé de l'Afrique, ont assisté à la cérémonie d'ouverture. Bokar Bailaba. Depuis maintenant 6 ans, le Forum international de Dakar sur la paix et sécurité s'impose comme un rendez-vous incontournable des décideurs impliqués en Afrique. Il rassemble annuellement de nombreux chefs d'État et de gouvernement africains,
des partenaires internationaux ainsi que de multiples acteurs de la paix et de la sécurité. La cérémonie d'ouverture du forum s'est déroulée en présence du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, en tant qu'invité d'honneur du forum et aux côtés de son homologue sénégalais, M. Macky Sall, de plusieurs hautes personnalités africaines et européennes, le haut représentant de l'Union africaine au Mali et dans la zone du Sahel, l'adjoint du secrétaire général des Nations Unies chargé de l'Afrique, entre autres. Dans son discours prononcé lors de la cérémonie d'ouverture du forum, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a déclaré que cette rencontre est devenue un rendez-vous annuel important pour discuter des questions de paix, de sécurité et de stratégie relatives à la stabilité en Afrique. Il a affirmé que cette initiative exprime la solidité des relations fraternelles entre la Mauritanie et le Sénégal et le destin commun des deux peuples frères et de leur direction. Le président de la République a présenté les initiatives visant à assurer la sécurité dans la région, telles que le G5 Sahel, le processus de Nouakchott, l'initiative de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et les forces de l'ONU au Mali. Il a souligné que la paix ne peut être réalisée sans assurer le développement. Les deux voies ne peuvent en aucun cas être séparées. M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani a passé en revue l'approche sécuritaire mauritanienne, soulignant qu'elle repose sur un arsenal juridique et des mécanismes pratiques de nature à lutter contre toutes les formes de menaces, du terrorisme et de l'extrémisme violent. Autre discours, c'est celui prononcé par le président sénégalais, M. Macky Sall, qui a souhaité la bienvenue au président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, en louant son intervention, ses idées et sa compréhension stratégique des problèmes de la région. Le président sénégalais a déclaré que le monde a besoin de plusieurs pôles qui contribuent conjointement à la réalisation de la paix, de la sécurité et de la stabilité selon des approches plus matures et rationnelles. Pour le Premier ministre français, Édouard Philippe, le développement est le complément naturel de l'effort militaire. Les deux sont liés. Les États ont besoin de stabilité pour se développer et le développement économique, humain et social est un puissant facteur de stabilité. Il a ajouté que le monde de péril dans lequel nous vivons crée entre nous une communauté de destin. Cette communauté de destin se nourrit de nombreux échanges économiques et culturels. Le vice-ministre japonais chargé des Affaires étrangères, Nakata Shinini, a lui aussi mis l'accent sur la coordination des efforts pour venir à bout de toutes les formes de menaces qui sapent la stabilité et le développement des pays africains et de la planète tout entière. Chefs d'État et de gouvernement, partenaires internationaux, bailleurs de fonds et acteurs du développement, tous sont invités à débattre des stratégies à mettre en place en matière de paix et de sécurité sur le continent. Le fil rouge de cette 6e édition, les défis du multilatéralisme. Le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a reçu en audience aujourd'hui à Dakar, en marge des travaux de la 6e édition du Forum sur la paix et la sécurité en Afrique, le Premier ministre français, M. Édouard Philippe, qui représente son pays à ce forum. L'audience a porté sur les défis auxquels fait face la région du Sahel et les différents aspects de la coopération entre la Mauritanie et la France, ainsi que les moyens susceptibles de les renforcer dans les différents domaines. L'entrevue s'est déroulée en présence du directeur du cabinet du président de la République et des conseillers à la présidence de la République. Le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a reçu ce matin à Dakar, en marge des travaux de la 6e édition du Forum sur la paix et la sécurité en Afrique, le vice-ministre japonais chargé des affaires parlementaires et des affaires étrangères, M. Nakata Shinini, qui représente son pays à cette rencontre. L'audience a permis de passer en revue les différents aspects de la coopération entre la Mauritanie et le Japon, ainsi que les moyens permettant de la renforcer dans les différents domaines. L'entrevue s'est déroulée en présence de M. Mohamed Ahmed Mohamed Lamine, directeur du cabinet du président de la République. Le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a quitté Nouakchott dimanche après-midi pour Dakar pour participer en sa qualité d'invité d'honneur aux côtés du président sénégalais Macky Sall aux travaux de la 6e édition du Forum de Dakar sur la sécurité et la paix en Afrique qui se déroule du 18 au 19 du mois courant.
M. Mohamed El-Cheikh Al-Qazouani a été salué à son départ de l'aéroport international de Nouakchott Moutounsi par le Premier ministre M. Ismaël Bodo El-Cheikh Sidia, le ministre secrétaire général de la présidence de la République M. Mohamed Salem Bachir, le ministre de la Justice, de l'Intérieur et de la Décentralisation, la directrice adjointe du cabinet du président de la République, le Wali de Nouakchott-Ouest et l'adjointe de la présidente du conseil régional de Nouakchott. Le président de la République était accompagné au cours de ce voyage par une importante délégation comprenant Dr Koumbaba, ministre conseiller à la présidence de la République, M. Mohamed Ahmed El Mohamed Lamine, directeur du cabinet du président de la République, Son Excellence M. Chernoul Nani, ambassadeur de Mauritanie auprès du Sénégal, M. Abdel Fattah El Mohamed Laman, conseiller à la présidence de la République, M. Ahmed El Bahin, chargé de mission à la présidence de la République, Mme Salk Mentiamar, chargée de mission à la présidence de la République, M. El Hassan Lahmed, directeur général du protocole d'État. Au chapitre parlementaire, l'Assemblée nationale a tenu aujourd'hui une séance plénière pour l'examen d'un projet de loi portant le code de pêche continentale et l'aquaculture, compte rendu de Abdelrahman Hamad. L'ordre du jour de cette plénière de l'Assemblée nationale, présidée par son premier vice-président, M. Hamadi Ould Maïmou, a porté sur l'examen d'un projet de loi portant code de pêche continentale et de l'aquaculture. La Commission des affaires économiques a présenté son rapport sur les projets de loi avant que le débat soit ouvert. Dans leurs interventions, les députés ont loué ces projets de loi qui traduisent l'importance accordée par les autorités publiques à ce secteur, qui peut être un levier de l'économie nationale. Autres interventions ont demandé que l'octroi des autorisations de pêche doit se faire
conformément aux lois en vigueur et dans l'intérêt de la nation, insistant sur la nécessité de promouvoir l'exploitation de notre richesse halieutique pour qu'elle se reflète positivement sur la vie des populations. Le ministre des Pêches et de l'Économie maritime a expliqué dans son exposé que ce projet de loi intervient en application de la stratégie nationale de la gestion raisonnable pour le développement durable du secteur des pêches et de l'économie maritime 2015-2019, dont la pêche continentale et l'aquaculture représentent l'un de ses axes principaux. M. Nani Oulouchrouqa a en outre précisé que ce code vient combler un vide juridique, d'où l'urgence nécessaire d'organiser et de restructurer ce secteur. Il a révélé que ces activités sont exercées dans 8 wilayas du pays à travers 470 sites de pêche dans plus de 25 plans halieutiques. Le ministre a indiqué que la production dans ce secteur, qui offre 21 000 opportunités d'emploi, dépassera 21 000 tonnes, faisant remarquer que le projet de loi en question permet la régulation de ce sous-secteur qui aura des retombées positives sur les populations. Et enfin, les députés ont adopté le projet de loi portant Code des pêches continentales et de l'aquaculture. Le ministre de la Santé a visité quelques infrastructures sanitaires à Guérou, à Leg et à Boutilimite pour s'enquérir du déroulement du travail dans ces hôpitaux et une prise de contact avec la population et le staff médical. Amina Abdelaziz. Cet atelier interrégional de planification a pour objectif de renforcer les compétences des institutions sanitaires et faciliter l'accès des populations où qu'ils soient à des services de santé de qualité. L'atelier qui a été organisé par le ministre de la Santé profite à des administrateurs, au personnel, des élus et des partenaires au développement. Les participants à cet atelier de 5 jours auront à débattre et échanger les points de vue pour concevoir un plan régional opérationnel en préparation du plan global du 2020-2030. Ouvrant les travaux de cet atelier, le ministre de la Santé, Nadhirou Wella Hamed, a mis l'accent sur l'importance de faire un diagnostic exhaustif de la réalité du secteur de la santé afin d'y trouver des solutions idoines de la stratégie du département. Le représentant de l'OMS en Mauritanie a loué les efforts du gouvernement dans le domaine de la santé, insistant sur l'importance de ce genre de rencontres, exprimant la disponibilité de son institution à accompagner ces réformes. De son côté, le maire de la commune de Gourou a exprimé le soutien de la population de sa commune aux réformes engagées par le ministère et leur disponibilité à accompagner cette campagne. Dr Nadhirou Welhamed a insisté sur la nécessité d'améliorer les conditions de vie et de travail du personnel de la santé, afin qu'ils puissent accomplir ces missions. Il a en outre remercié les citoyens pour le soutien qu'ils ont accordé à la campagne d'assainissement lancée par le ministère. Le ministre a par ailleurs tenu une réunion avec les populations de la wilaya de la Saba en présence des autorités administratives, sécuritaires, régionales et les élus locaux. Réunion au cours de laquelle les populations ont loué les mesures prises par le département, appelant à rapprocher les services de santé aux citoyens et à les améliorer. En réaction de ces questions, le ministre s'est tenu à concrétiser les promesses du président de la République dans le domaine de la santé. Le ministre de la Santé avait effectué auparavant 2 visites inopinées au centre hospitalier d'Aleg et l'hôpital de Hamed Ben Khalifa à Boutilimite, où il s'est inquiet de l'état de ses infrastructures et la qualité des services offerts. Il a ensuite tenu une réunion avec le staff de l'hôpital Hamed Ben Khalifa à Boutilimite. Plusieurs questions ont été soulevées au cours de cette réunion, notamment le stock du sang et l'hygiène. Le ministre a promis de résoudre ce problème.
Le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, M. Taleb Ould Sid Ahmed, a rencontré hier dans la ville de Tijikja les représentants d'associations de clubs sportifs de la wilaya du Tagan. Le ministre a également visité le stade de la ville et le centre d'écoute et de conseil. Bokar Baelaba. Une jeunesse active et participant de manière constante au développement du pays, telle est l'ambition affichée par les pouvoirs publics. Et c'est tout le sens de la visite à Tijikja du ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, Dr Taleb Ould Sid Ahmed. Sur place, il s'est réuni avec les représentants d'associations et de clubs sportifs qui ont passé en revue les divers problèmes auxquels sont confrontés les jeunes du Tagan et leur vision pour les résoudre. En réponse aux interventions, le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports a souligné que le gouvernement, conformément aux orientations du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, accorde une attention particulière aux jeunes, appelant à créer les conditions nécessaires à l'amélioration du niveau éducatif et leur encadrement pour s'adapter aux besoins de l'emploi. Il a ajouté que la stratégie pour l'emploi prend en compte la spécificité des projets d'investissement à réaliser et les emplois pouvant être créés au niveau de chaque wilaya grâce à la qualité des ressources économiques locales. Dr Taleb Ould Sid Ahmed s'est engagé à rénover les installations sportives de la wilaya, contribuant ainsi à créer les conditions propices à l'organisation d'activités sportives et culturelles. Justement, le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports a visité le stade de la ville de Tijikja. Sur place, en compagnie du Wadi et des élus locaux, il a constaté son état et écouté les doléances de la jeunesse sportive de la ville, impatiente de voir l'infrastructure ouverte à leur joute. Par la suite, la délégation a visité le centre d'écoute et de conseil, où les jeunes apprennent l'informatique et suivent sur un écran géant les programmes sportifs. Après cette étape, Dr Taleb Ould Sid Ahmed a présidé une réunion avec les responsables des services compétents et les élus locaux. Une rencontre qui a tourné autour des problèmes auxquels la wilaya du Tagan est confrontée et la recherche des voies et moyens pour les résoudre. Les travaux d'un atelier régional sur la restauration des écosystèmes forestiers et pastoraux en Afrique du Nord ont débuté ce matin à Nouakchott. Cet atelier de 3 jours regroupe une trentaine de participants de la Mauritanie, de l'Algérie, de la Libye, du Maroc et de la Tunisie. Aminata Khan. Cette rencontre permet aux pays de la région de présenter et d'échanger leurs expériences dans la restauration des écosystèmes forestiers et pastoraux afin de permettre une gestion durable et efficace des ressources naturelles et une intervention concertée de l'ensemble des acteurs concernés visant à l'amélioration à la contribution du secteur forestier à l'économie nationale. Ouvrant les travaux de la rencontre, le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable, Madi Ould Taleb, a indiqué que la dégradation des systèmes écologiques constitue les principaux défis auxquels font face les pays du Maghreb dans le domaine de la protection des ressources naturelles et leur gestion durable, précisant que notre pays entreprend d'importants efforts dans la lutte contre la désertification, la dégradation des terres agricoles et des pâturages à travers des mesures politiques, juridiques et institutionnelles. Madi Ould Taleb a ajouté que malgré une situation caractérisée par 80% de sa superficie désertique et son écosystème dégradé par les effets de la sécheresse et la pression humaine, notre pays dispose encore de forêts, de zones humides, de pâturages, avant de passer en revue les mesures prises par le département de l'Environnement et du Développement durable pour faire face à la situation. La représentante de la FAO dans notre pays s'est exprimée et a remercié notre pays pour avoir accepté d'abriter cette importante rencontre maghrébine. Je tiens à remercier le gouvernement mauritanien et plus particulièrement Madame la ministre Mariam Bekaï pour avoir accepté d'accueillir cette importante rencontre ici en Mauritanie. Je suis persuadée que la question de la restauration des écosystèmes forestiers et pastoraux en Afrique du Nord est essentielle pour chacun des pays d'Afrique du Nord vers la réalisation des objectifs de développement durable, notamment ceux concernant le changement climatique, l'éradication de la pauvreté, la sécurité alimentaire, la conservation de l'eau
et de la préservation de la biodiversité. À son tour, le représentant de la FAO à Alger a précisé que les hausses régulières des températures et l'édification du climat ne manqueront pas d'affecter les écosystèmes naturels. Aujourd'hui, faut-il le rappeler, la planète est confrontée dans son ensemble à des graves problèmes liés à la fréquence des phénomènes climatiques ou météorologiques extrêmes se traduisant par des catastrophes naturelles d'une ampleur jamais égale. Selon les Nations Unies, la dégradation des écosystèmes compromet le bien-être de près de 3,2 milliards d'individus et coûte environ 10% du produit brut mondial annuel en perte d'espèces et de services écosystémiques. Les écosystèmes clés qui fournissent de nombreux services essentiels à l'alimentation et à l'agriculture, y compris l'approvisionnement en eau douce, la protection contre les dangers et la création d'habitats naturels, déclinent rapidement. Il apparaît clairement que le cadre global des travaux de notre atelier aujourd'hui se situe pleinement au cœur des grandes préoccupations et s'inscrit dans la vision stratégique de l'initiative 2021-2030, la décennie des Nations Unies que je viens de mentionner, pour la restauration des écosystèmes, de la neutralité des terres et des objectifs de développement durable. Notons que cet atelier de 3 jours regroupe une trentaine de participants de la Mauritanie, de l'Algérie, de la Libye, du Maroc et de la Tunisie. Radio Mauritanie a abrité ce matin un forum scientifique commémorant l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Ce forum inaugure une série de conférences que la station envisage d'organiser dans les jours qui suivent. Abdelrahman Hamadan toujours. À l'occasion de l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Radio Mauritanie a organisé ce forum scientifique animé par une élite d'ulémas, inaugurant ainsi la reprise des ateliers scientifiques diffusés par la radio du Coran dans le but de la vulgarisation des sciences islamiques et la révivification du rôle des ulémas du Chinguetti dans ce domaine. Prenant la parole à cette occasion, le porte-parole de la radio du Saint-Coran a indiqué que ce forum s'inscrit dans le cadre des festivités commémoratives de l'anniversaire du prophète, paix et salut sur lui. Il a rappelé l'importance des émissions diffusées par la radio du Coran, notamment le shi'r organisé dans les différentes disciplines islamiques, le fiqh, le hadith ou encore le Coran. Plusieurs intervenants se sont succédés tour à tour à la tribune pour louer la reprise des ateliers scientifiques de la radio du Coran qui traitent des questions contemporaines et orientent et protègent les jeunes contre toute déviation. Remise d'uniformes et de kits scolaires aux élèves des écoles de la commune de Tavrarzena. Cette intervention s'inscrit dans le cadre du projet de renforcement de l'école publique mis en place par la commune. Retour à Minatakan. Des tenues unifiées et des kits scolaires ont été distribués au profit des élèves de 3 écoles de la Muqata'a de Tavrarzena, une cérémonie organisée par le projet de renforcement de l'école publique. Ouvrant les travaux de la rencontre, le maire de la Muqata'a de Tavrarzena a d'abord remercié les responsables du projet avant de passer en revue les efforts entrepris par la Muqata'a de Tavrarzena depuis plusieurs années pour renforcer et améliorer les conditions dans les écoles publiques. Le coordinateur du projet de renforcement de l'école publique s'est exprimé. Aujourd'hui, on est dans le cadre du projet communal, qui est le projet de renforcement de l'école publique. Ce projet vise à améliorer le rendement de l'école publique. Il a commencé l'année dernière par la distribution de kits pédagogiques, de tenues unifiées, par des cours de soutien aux élèves et par une motivation du personnel enseignant. Donc cette année, on le poursuit parce que l'année dernière, les résultats étaient un très bon résultat au niveau du concours d'entrée en première année secondaire. Donc nous continuons ce projet. D'abord, nous avons commencé avec l'ouverture de l'année scolaire par la réhabilitation de certaines écoles, des 3 écoles concernées, à savoir l'imam Shafi'i, Ibn Sina et Iloka. Donc actuellement, aujourd'hui, on distribue les kits, les tenues unifiées. Quant aux cours de soutien, ils seront organisés prochainement avec les motivations des enseignants et avec d'autres activités qui auront un impact important sur le rendement de l'école. À son tour, l'inspecteur de la Muqata'a de Tavrarzena s'est exprimé et il a déclaré en substance.
En raison du programme du président de la République, Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, dans le domaine de l'éducation, qui consiste à créer une école républicaine qui porte les significations de la cohésion sociale et de l'unité nationale. Au nom de toute mon équipe, nous apprécions le projet d'appui aux écoles publiques mené par la municipalité d'Avrazzena au niveau de 3 écoles qui sont Iloka, Ibn Sina, Imam Shafi. Nous sommes réunis aujourd'hui pour l'exécution d'un de ces volets de son programme d'appui. Il s'agit de la distribution des kits scolaires et d'habits uniformes pour les élèves de ces 3 écoles. Nous souhaitons voir l'élargissement de ce programme au profit de toutes les écoles de la Moukata. À la fin de la cérémonie, les élèves ont reçu des kits scolaires et des tenues unifiées. Le musée national a abrité une soirée culturelle organisée par l'Association de la femme pour l'éducation et la culture. Cette soirée inaugure les activités culturelles de cette association pour l'année en cours. L'ONG Sunna Al-Basma a organisé à Nouakchott une cérémonie pour célébrer son 5e anniversaire. Plusieurs activistes de la société civile nationale ainsi que les responsables et les adhérents de l'ONG ont pris part à la manifestation. Plusieurs intervenants se sont succédés à la tribune et ont à l'unanimité souligné l'importance du volontariat et de l'entraide afin d'assurer dans le développement de la société. À la fin de la cérémonie, des attestations ont été distribuées aux membres de l'ONG. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le président de la République regagne Nouakchott cet après-midi en provenance de Dakar après avoir participé à la 6e session du Forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Le président de la République dégage les axes fondamentaux de l'approche sécuritaire de la Mauritanie devant les participants du Forum de Dakar. L'Assemblée nationale adopte le projet de loi portant code de pêche continentale et d'aquaculture. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain à la même heure, Inch'Allah.